l'écoute des RFI, les minuit et demi à Paris, 23h30 à Libreville, 22h30 en temps universel. Et c'est Zéphirin Quadio que vous retrouvez pour la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le Gabon, Ali Bongo, réinvesti ce mardi pour un deuxième septennat, veut tourner la page des violences post-électorales. Le chef de l'État réitère son appel au dialogue, appel fraîchement accueilli par l'opposition. Et puis, ce signal fort de la CPI, la Cour pénale internationale, contre la destruction de patrimoine culturel. La condamnation à 9 ans de prison d'un djihadiste malien coupable d'avoir participé à la destruction des mausolées de Tombouctou au Mali en juillet 2012. À suivre aussi les accusations du haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies contre Kinshasa. Le responsable onusien dénonce l'extrême violence de la répression des manifestations des 19 et 20 septembre dernier en RDC. Sécurité et combat commun contre le terrorisme au centre des échanges entre le président français François Hollande et le Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj ce mardi à l'Elysée. Déclaration du Premier ministre libyen à suivre. Et puis juste après le journal, invité de la rédaction, l'analyste Cynthia Ohayon pour parler du Burkina Faso, un modèle de tolérance religieuse selon un rapport d'International Crisis Group, un modèle aujourd'hui menacé. Et oui, pour Ali Bongo, c'est donc un deuxième septennat qui commence, un deuxième mandat avec un défi majeur, réconcilier un pays divisé par sa victoire contestée à la présidentielle du 27 août dernier. Pour rappel, l'annonce de sa réélection avait provoqué un pic de violence de 48 heures avec des morts et des arrestations par centaines. Ce mardi, à la faveur de sa prestation de serment au palais présidentiel, il a donc tenté de tourner la page de ces violences en se posant en chef d'État rassembleur avec un appel au dialogue. Reportage Karine Franck, Richard Rifono. Je suis le président de tous les Gabonais, a déclaré Ali Bongo. C'est à ce titre que je viens de prêter serment devant la nation et le monde. Les élections sont terminées. Il nous faut maintenant passer à autre chose. Pour ma part, j'ai bien compris le doute de certains. Et j'ai bien perçu la déception d'autres encore. Et d'inviter toutes les forces vives de la nation. Nous avons tous le devoir de ne point ériger un mur entre nous. Je souhaite que ce dialogue ait lieu. Je veux que ce dialogue nous sorte définitivement de la logique du conflit permanent qui dénature fortement nos valeurs, nos relations et notre vivre ensemble. Nous devons régler nos problèmes entre Gabonais, au Gabon, et au besoin avec l'aide de nos frères africains. Le président Ali Bongo propose une réforme constitutionnelle, ambitieuse et courageuse, dit-il. Qu'il s'agisse des élections à 2 tours, de la limitation et la durée des mandats électifs, tout devra être mis sur la table sans tabou ni soupçon. Richard Rifono, Karine Franck, Libreville, RFI. Ali Bongo, on vient de l'entendre, appelle donc au dialogue dont il a clairement défini les contours. Pour l'heure, la main tendue du président Bongo est plutôt fraîchement accueillie dans les rangs de l'opposition, qui ne reconnaît toujours pas la défaite de Jean Ping au second tour de cette élection. Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Gaspard Ntoutoumai. Il est le porte-parole de Jean Ping. Le spectacle qu'on a vu était assez parlant. C'est la suite logique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a eu un coup d'État au Gabon, il a été électoral. Il y a eu, de la même manière, à la va-vite, une prestation de serment. Et tout de suite, on annonce un appel au dialogue. Il n'y a que dans les putschs militaires qu'on voit ça. Quand on a gagné une élection parce qu'on a présenté un projet à ses compatriotes et qu'on a remporté la majorité des suffrages, on n'appelle pas au dialogue. On forme un gouvernement avec sa majorité et on gouverne le pays. Pourquoi est-ce qu'on appelle à un dialogue s'il n'y a pas de problème, si on a remporté l'élection? Mais comme Ali Bongo n'a pas la majorité des suffrages, il veut se fabriquer une majorité sur le dos de Jean Ping. Ça ne marche pas. C'est le processus normal d'un coup d'État auquel vous avez assisté. Jean-Gaspard Ntoutoumai, porte-parole de Jean Ping, joint par David Bachet. Et puis on l'a appris en début de soirée, le président des Seychelles, James Michel, a lui annoncé ce mardi à la télévision nationale sa démission effective à compter du 16 octobre. Cette annonce surprise fait suite à la défaite de son parti aux législatives de septembre qui ont vu l'opposition obtenir la majorité au Parlement pour la première fois depuis l'avènement du multipartisme en 1993. James Michel, 72 ans, au pouvoir depuis 2004, sera remplacé par le vice-président Danny Faure.
La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a qualifié d'avertissement la peine à laquelle Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a été condamné ce mardi. Un avertissement à tous ceux qui commettent des crimes comparables à ceux reprochés à ce djihadiste. Un Touareg malien reconnu coupable de crimes de guerre pour la destruction de 9 mausolées et d'une mosquée de Tombouctou en juillet 2012, alors que la ville était aux mains des djihadistes d'Ansardine et d'Aqmi. Ce mardi, le djihadiste a donc été condamné à 9 ans de prison. Le récit de ce verdict qualifié d'historique avec Laura Martel. Concentré derrière ses petites lunettes, c'est avec une solennité, parfois ponctuée de hochements de tête, qu'Ahmad Al-Mahdi a écouté le juge revenir sur son rôle qualifié d'essentiel dans la destruction des mausolées. En tant que chef de la brigade des mœurs et en lien direct avec les leaders d'Aqmi et d'Ansardine, Al-Mahdi a planifié, exécuté, directement participé et justifié ces destructions, selon la Cour. Des actions dommageables non seulement pour les Tombouctiens, mais pour toute l'humanité, puisque les bâtiments étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a donc été reconnu coupable de crimes de guerre, mais les juges ont retenu 5 circonstances atténuantes. Le fait que vous ayez plaidé coupable, votre coopération avec l'accusation, vos remords et compassion envers les victimes, votre réticence initiale à commettre les crimes et les mesures prises pour minimiser les dommages causés, et enfin dans une moindre mesure votre bonne conduite en détention. Verdict, 9 ans de prison. La Cour a expliqué avoir voulu trouver un équilibre entre la gravité du crime et ses circonstances atténuantes. Debout pour l'énoncé de la peine, Al-Mahdi a mis la main sur le cœur et incliné la tête en direction des juges. Il faut dire que cette sentence correspond à un accord qu'il avait passé avec l'accusation, ses aveux et sa coopération contre une peine réduite. Aucune partie ne va donc interjeter appel. Laura Martel, et cette décision de la CPI a déjà fait un heureux. Il s'agit du maire de Tombouctou. Ousmane Allé se réjouit de ce verdict. C'est vraiment une satisfaction. Au nom de la population de Tombouctou, tous nos remerciements à la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment très contents de ce verdict. Pas seulement les années d'emprisonnement, mais plutôt montrer qu'il n'y a pas d'impunité. On a eu l'appui de l'UNESCO, de la communauté internationale pour nous accompagner dans la réflexion de nos mausolées, de nos monuments et tout. Nous avons tourné la page, mais que les autres sachent que tous ceux-là qui ont contribué à la destruction seront poursuivis et arrêtés et rendus de compte. Al-Mahdi a été condamné pour son implication dans la destruction des mausolées. Il n'a en revanche pas été jugé pour son implication dans les crimes humains qui ont été commis pendant la période d'occupation. Est-ce que pour vous, il est important également de traiter ce volet ? Ah, bien sûr, bien sûr. C'est ainsi que les femmes qui ont été violées, les gens ont été maltraités à Tombouctou. Si un jour, en tout cas, les gens se la rendent compte, on ne peut dire que justice a été rendue. Ousmane Allé, le maire de Tombouctou, interrogé par David Baché au Bénin, le directeur départemental de l'environnement pour l'Atlantique littoral et le responsable du site d'enfouissement de Tori-Avamé font passer leur première nuit en prison. Ils ont été présentés ce mardi au procureur de la République de Tori-Avamé. 22 personnes étaient mortes brûlées après avoir tenté de récupérer de la farine de blé avariée dans une décharge où elle était incinérée. Hier, la justice française s'opposait à la saisie d'un appartement situé à Paris et d'un compte bancaire appartenant à Karim Ouad. Argument invoqué, le délit d'enrichissement illicite est une catégorie pénale qui n'existe pas dans le droit français. Mais au Sénégal, il faut le rappeler, Karim Ouad a été condamné pour ces faits à 6 ans de prison et à 200 millions d'euros d'amende. Il est sorti de prison il y a 3 mois. Aujourd'hui, l'État du Sénégal indique que cette affaire est loin d'être terminée et que toutes les possibilités de recours, d'entraide judiciaire seront étudiées. Écoutez ce qu'en dit justement Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement sénégalais. La première réaction, c'est de considérer que la France est un pays qui est judiciairement souverain, à l'égal du Sénégal et d'autres pays du monde, mais c'est de poursuivre dans une voie de coopération, de concertation et d'échange. Les acteurs engagés, en l'occurrence le procureur spécial, va poursuivre. S'il y a des voies de recours qui peuvent être ouvertes, je pense que le Sénégal ne devrait pas s'en priver parce que c'est un engagement central de l'État du Sénégal de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption. Le Sénégal n'est absolument pas arrêté ni freiné puisque ce n'est pas les tribunaux français qui peuvent freiner le Sénégal. Et c'est une orientation forte et centrale du président de la République. Ça va se poursuivre et je pense que d'autres séquences seront ouvertes. Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement sénégalais, en micro de Guillaume Thibault.
Le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies est extrêmement préoccupé par le niveau de violence de la répression des manifestations des 19 et 20 septembre dernier en République démocratique du Congo. Il s'inquiète de la violence de la répression, mais aussi de la possibilité que les forces de l'ordre aient prémédité cette répression. Selon l'ONU, au moins 53 personnes, dont 4 policiers et 49 civils ont été tués au cours des affrontements à Kinshasa en début de semaine dernière et 127 civils blessés par la garde républicaine, l'armée ou la police. La police qui, elle, avance le chiffre de 32 morts. Du côté de l'opposition, on parle de 50 à plus de 100 vies perdues. Kate Gilmore, haut-commissaire adjointe aux droits de l'homme, s'est exprimée sur le sujet devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. La violence des événements de la semaine dernière nous oblige à les dénoncer. Comme nous avons pu le voir au cours de cycles électoraux précédents, des témoignages indiquent que des jeunes ont été payés pour perturber les manifestations, pour créer du désordre et détruire des biens privés. Des membres de forces de sécurité auraient été vus en train de piller des maisons et des magasins. Plus de 368 personnes auraient été arrêtées par les forces de sécurité, par des éléments de la police militaire ou encore des services de renseignement dont le Bandundu, Abeni, Kindu, Kisangani, Kinshasa, Matadi et Chikapa. Ces chiffres pourraient être bien plus élevés alors que nous poursuivons notre processus de vérification. Mais ce qui ne fait pas de doute, c'est que les forces de l'ordre ont fait un usage excessif de la force létale contre les foules. Des témoignages de première main et le nombre de victimes trouvées avec des blessures par balle, non pas au niveau des jambes ou des bras, mais plutôt dans la poitrine et la tête, laissent penser que l'ordre de tirer pour tuer aurait pu être donné. Voilà, Kate Gilmore, jointe par Léa Lisa Vesterov. J'ajoute que pour l'heure, les autorités congolaises n'ont pas pu être jointes pour répondre à ces accusations. Et dans ce contexte toujours très tendu, l'opposant Moïse Monidela, arrêté lors des manifestations de lundi dernier, a finalement été transféré au parquet aujourd'hui, après plus d'une semaine de détention provisoire. Ce proche de l'opposant Moïse Katumbi est accusé d'avoir appelé les membres de son parti à détruire les biens publics pendant la manifestation du 19 septembre. Faux, répond sa défense qui dénonce une arrestation arbitraire. De nouveaux morts et des agressions contre des organisations humanitaires en Centrafrique, c'est ce que rapporte la mission des Nations Unies dans le pays. Selon la MINUSCA, citée par l'AFP, ces violences se seraient produites à la mi-septembre et auraient fait entre 10 et 20 morts. Violences attribuées à des rebelles ex-Seleka. La sécurité et le combat commun contre le terrorisme au centre des échanges entre le président français François Hollande et le Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj ce mardi à l'Elysée. François Hollande qui a d'ailleurs assuré que la France, je cite, ne ménagera aucun effort pour soutenir le gouvernement d'union nationale libyen dans sa lutte contre le terrorisme. La question de la présence française en Libye a donc été évoquée. La mort de 3 militaires français au mois de juillet dernier en Libye avait confirmé la présence française dans ce pays. Le Premier ministre libyen assure que la coordination entre son pays et la France au plan sécuritaire s'est améliorée. On l'écoute. Cette visite arrive au moment où nous avons besoin de rapprocher nos points de vue et discuter de plusieurs sujets en commun, surtout au niveau de la lutte contre le terrorisme. Lors de l'opération française à l'est de la Libye, nous n'avons pas été informés officiellement. Nous avons appelé l'ambassadeur français, nous lui avons fait part de notre point de vue. La France a expliqué que cette présence française entre dans le cadre d'un suivi sécuritaire et dans la surveillance de certaines organisations terroristes, comme Boko Haram et Justice et Égalité, ainsi que d'autres organisations qui ont réellement profité d'un vide sécuritaire en Libye pour violer le territoire libyen. Nous avons expliqué à la France la nécessité de coordonner toute activité sécuritaire ou de renseignement avec le gouvernement d'union nationale. Et je pense que c'est une chose qui est claire maintenant pour les deux côtés. À cette époque, nous n'étions pas informés de façon officielle. Voilà le Premier ministre libyen qui sera l'invité de RFI ce mercredi matin dans Afrique Matin. RFI où il est minuit et bientôt 44 minutes à Paris. Afrique Soir à suivre. Le journal des sports, ce sera tout à l'heure avec Eric Mamrout. Les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais tout de suite, l'invité de la rédaction.
Et il est question ce soir du Burkina Faso, je vous le disais dans les titres. Le pays a récemment été la cible d'attaques terroristes. La plus meurtrière menée en janvier dernier contre un hôtel de Ouagadougou fait une trentaine de morts. Cynthia Ohayon est analyste Afrique de l'Ouest de l'International Crisis Group. Elle s'est intéressée au pluralisme religieux dans le pays. Dans son rapport, elle décrit un modèle de coexistence pacifique rare dans la sous-région, un modèle rare mais désormais menacé. Cynthia Ohayon, invitée de la rédaction, répond aux questions de Laura Martel. Cynthia Ohayon, bonjour. Bonjour. Vous décrivez d'abord le Burkina comme disposant d'un modèle de coexistence religieuse solide. À quoi le constatez-vous ? Tout visiteur constate que la tolérance règne, que les gens ne vivent pas seulement côte à côte mais ensemble. Donc chrétiens, musulmans, animistes. Il y a beaucoup de mariages mixtes, il y a rarement une famille entière avec des individus de la même religion. Le Burkina est un pays où l'animisme est resté très important. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans ont conservé aussi des traditions animistes. Et donc ça contribue finalement à rapprocher les gens de différentes confessions et ça contribue à renforcer la cohésion sociale. Vous notez toutefois certaines frustrations de la communauté musulmane qui pourraient menacer ce modèle. Quelles sont-elles ? D'abord le fait que le pays, de par son histoire, de par la colonisation française, a été et est toujours dans une certaine mesure dirigé par une élite qui est majoritairement catholique, alors que les musulmans, d'après un recensement dont les chiffres sont contestés mais qui donnent quand même une idée de grandeur, sont majoritaires. Et donc si les musulmans ont accepté cet état de fait pendant longtemps, les choses sont en train de changer et certains dans la communauté musulmane sont en train de revendiquer une meilleure représentation au sein de l'élite politique et administrative. Et puis, seconde catégorie de frustration, l'impression que l'État, qui se définit comme un État laïque, que cette laïcité s'applique parfois en favorisant le christianisme par rapport à l'islam. Qu'il s'agisse par exemple des jours fériés, qu'il s'agisse du temps d'antenne qui est accordé à chaque religion à la télévision nationale, des décorations de rue pendant les fêtes. C'est beaucoup aussi de petits symboles, mais qui donnent en fait la perception à certains dans la communauté musulmane que l'islam est défavorisé par rapport au christianisme ou que leurs intérêts ne sont pas suffisamment pris en compte. Et en quelle mesure le contexte régional peut-il exacerber ces frustrations et comporte-t-il des risques pour cette coexistence pacifique ? Le Burkina, comme le disait un interlocuteur, n'est pas une île. Et quand on regarde la position géographique du Burkina, on se dit que forcément, il y a des phénomènes qui se passent chez les pays voisins et qui peuvent aussi contaminer le Burkina. Je pense que le pays reste quand même assez résilient en raison de plusieurs facteurs. Ce que je disais tout à l'heure, la forte mixité des familles, la puissance de l'animisme et des traditions, un État, une administration aussi qui sont relativement présents sur le territoire, contrairement à ce qui se passe chez certains voisins du Burkina. Mais effectivement, les attentats, par exemple, de janvier 2016 ont beaucoup choqué, en fait. Ça a créé un climat un peu, il y a eu pas mal d'incidents isolés de stigmatisation à l'égard de certains musulmans, notamment ceux qui portent des signes visibles de religiosité. Et donc, c'est des phénomènes un peu nouveaux qui peuvent se combiner à certaines frustrations internes que j'évoquais pour, disons, en tout cas, modifier les équilibres. Constate-t-on une montée des extrémismes religieux au Burkina Faso ? C'est un phénomène qui est assez difficile à quantifier, mais effectivement, quand on discute avec un certain nombre de leaders religieux, qu'ils soient catholiques, protestants ou musulmans, on se rend compte qu'il y a effectivement des inquiétudes et qu'il y a certains phénomènes qui commencent à poindre qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Pour ce qui est des musulmans, on a au Burkina un islam rigoriste d'inspiration wahhabite qui prend du terrain. Le discours séduit pour plusieurs raisons. Bon, il y a l'aspect religieux, mais il y a aussi l'aspect moral. Il y a ce clivage générationnel aussi qui fait que les jeunes se sentent moins bien représentés et leurs intérêts sont moins bien défendus par les élites, par les anciens. Et donc, ces mouvements wahhabites font la part belle aux jeunes et donc ça leur permet aussi d'attirer les jeunes. Donc, on sent effectivement une religiosité chez certains qui s'expriment de manière plus stricte. Bon, c'est pas forcément un danger, c'est pas forcément une menace à la cohésion sociale. Ça l'est quand les habitudes, les traditions sont bouleversées, quand par exemple un voisin ne veut plus aller partager la nourriture de Noël chez son voisin. Alors il le faisait avant, puis il le fait plus maintenant parce que les nouvelles pratiques font que c'est interdit, etc. Bon, c'est des petits éléments qui progressivement peuvent modifier les équilibres. Pour ce qui est des protestants, les protestants ne sont pas très nombreux au Burkina, mais ils sont en essor. Il y a un certain nombre d'églises et il y a notamment certaines églises de réveil qui commencent à arriver, en général d'origine des pays voisins, notamment des pays côtiers, et qui parfois, dans certains cas, prônent des discours peu favorables à la tolérance, ou du moins la dimension un peu prosélyte ou messianique de ce protestantisme. C'est que le discours, du moins, peut menacer la bonne entente entre les communautés. Mais ce phénomène, pour l'instant, reste assez minoritaire au Burkina. Mais malgré tout, vous estimez donc que les autorités doivent prendre en charge la question religieuse ?
Alors évidemment, le risque dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'en ouvrant ce débat et en prenant certaines mesures pour favoriser la coexistence, il ne faudrait pas que ça entraîne une exacerbation des identités religieuses. Donc le débat doit être ouvert en ayant conscience justement de ces risques, parce que je pense que l'un des atouts importants du Burkina, c'est justement que la religion n'est pas un marqueur d'identité principal. Il y a d'autres marqueurs d'identité qui sont plus importants, simplement la conscience nationale, le fait d'être burkinabé. Il y a aussi des différences ethniques qui sont aussi un peu importantes. Et donc effectivement, il faut que l'État prenne certaines mesures, mais il faut le faire avec précaution. Et pour vous, donc, ça passe notamment par l'éducation ? D'une part, il y a un rôle que l'État doit mener, et puis les responsables religieux aussi, évidemment, ont un rôle très important à jouer. Du côté de l'État, ce qu'on constate, c'est que en plus de cet héritage de la colonisation qui a favorisé du coup les catholiques, il y a un système d'enseignement à plusieurs vitesses avec des écoles franco-arabes qui ne sont souvent pas au niveau et donc qui ne permettent pas à leurs élèves ensuite de s'insérer professionnellement. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de musulmans qui vont dans les écoles catholiques, protestantes ou dans les écoles publiques, mais il y a quand même une partie du système éducatif qui est un peu à la traîne. Bon, l'État a commencé des efforts pour revaloriser cet enseignement, mais il y a encore beaucoup à faire. Évidemment, il faut aussi beaucoup de moyens et puis c'est des réformes qui vont prendre du temps. Donc on ne dit pas qu'il faut du jour au lendemain améliorer la représentation des musulmans au sein de l'élite. Il ne faut absolument pas tomber dans des logiques de quotas et de sectarisme qui seraient très dangereuses, mais il faut entamer certaines réformes pour qu'à long terme, on puisse justement arriver à corriger un déséquilibre. Et en fait, ce qui est peut-être le plus important, c'est d'envoyer un signal à ceux qui commencent à exprimer des frustrations, que justement leurs frustrations sont prises en compte. Et ça permettra d'éviter que ces frustrations soient instrumentalisées par des individus mal intentionnés. Cynthia Ohayon, merci. Cynthia Ohayon, analyste Afrique de l'Ouest de l'International Crisis Group avec Laura Martel. RFI, minuit 50 à Paris, le rappel des titres de l'actualité hors Afrique. L'armée syrienne a pris le contrôle d'un quartier rebelle du centre d'Alep après plusieurs jours d'intenses bombardements aériens, qui ont fait de nombreux morts et provoqué l'indignation des pays occidentaux. Et puis au lendemain d'un débat réussi, Hillary Clinton est partie à l'assaut du vote des jeunes, un électorat peu engagé et dont elle aura besoin le 8 novembre pour battre son rival républicain à la présidentielle, Donald Trump. Puis le prix Nobel de la paix et ancien président israélien Shimon Peres est entre la vie et la mort. Selon son entourage, son état s'est aggravé ce mardi, 2 semaines après un accident vasculaire cérébral. Et on passe au journal des sports avec Eric Mamrud. Pour commencer, du football, la Ligue européenne des champions. 8 matchs de la 2e journée se sont déroulés ce soir. Dans le choc du jour, le Borussia Dortmund et le Real Madrid se sont quittés dos à dos. Un but chacun et un nul 2 partout à l'arrivée. Pas de vainqueur dans le duel entre Cristiano Ronaldo et Pierre-Emerick Aubameyang à Dortmund. Le Gabonais du Borussia qui a répliqué au Portugais du Real Madrid, buteur en début de match. Dans l'autre rencontre du groupe, le Sporting Portugal a battu le Legia Varsovie 2-1. Dans le groupe G, Leicester est en tête après son succès sur le FC Porto 1-0. Un but 100% algérien avec une passe de Rayad Mahrez et une réalisation d'Islam Slimani. De son côté, le FC Copenhague a écrasé Bruges 4-0. Concernant les clubs français, la soirée a été mitigée. La défaite tout d'abord pour l'Olympique lyonnais sur le terrain du FC Séville 1-0 suite à un but de Wissam Ben Yedder. L'OL du Camerounais Nicolas Nkoulou, du coup 3e de son groupe à une longueur des Andalous et de la Juventus Turin, les Italiens qui sont allés corriger le Dynamo Zagreb de l'Algérien Soudani 4-0. Quant à l'AS Monaco, elle a arraché la toute dernière seconde du match le nul au Stade Louis II face au Bayern Leverkusen, le score 1 but partout. C'est le Polonais Kamil Glik qui a égalisé après l'ouverture du score de Chicharito 20 minutes plus tôt. Écoutez le soulagement du milieu de terrain franco-ivoirien de Monaco, Tiemoue Bakayoko, il est au micro d'Antoine Grenier. Beaucoup n'y croyaient plus et on a réussi à mettre ce but à la fin du match grâce à Camille. Donc ça montre notre force de caractère. On revient de loin ce soir. C'est ce but à la dernière minute est très très important. Je pense que par rapport au groupe, on se maintient en haut, on se maintient premier et il y a juste ça à retenir ce soir. C'est un match très difficile, que ce soit physiquement ou même techniquement, on a eu un peu trop de déchets ce soir. Voilà, on va passer à autre chose. C'est pas une bonne soirée pour nous, mais malgré tout, je pense que ce point de prix est très très important. Et au classement, les Monégasques restent donc leaders du groupe E avec 1 point d'avance sur Tottenham qui est allé l'emporter à Moscou face au CSKA 1-0.
La CAN 2017 au Gabon, le tirage au sort aura lieu le 19 octobre et la CAF vient de communiquer la composition des 4 chapeaux. Les 4 têtes de série tout d'abord sont la Côte d'Ivoire, tenante du trophée, le Ghana, finaliste sortant, le Gabon, pays organisateur et l'Algérie, 8e de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Dans le chapeau 2 figurent la RD Congo, le Mali, le Burkina Faso et la Tunisie. Le chapeau 3 est composé du Cameroun, du Sénégal, du Maroc et de l'Égypte. Enfin, dans le chapeau 4, on trouve le Togo, l'Ouganda, la Guinée-Bissau et le Zimbabwe. Pour obtenir ce classement, la CAF a tenu compte des résultats des 3 dernières CAN, mais aussi des éliminatoires. Et pour la première fois, des performances réalisées lors de la dernière Coupe du Monde en 2014 et de ses qualifications. Le coup de gueule de Yaya Touré à l'égard de la Fédération internationale. L'Ivoirien regrette fortement l'arrêt par la FIFA de la Task Force, ce groupe de travail destiné à lutter contre le racisme dans le football. Il ne comprend pas cette décision. Pourquoi arrêter quelque chose qui commence à marcher? Cela n'a pas de sens, écrit Yaya Touré dans un communiqué. Dans une lettre, la Task Force dit avoir rempli ses objectifs. Un courrier qui ne me donne pas confiance, précise l'Ivoirien, qui pense surtout à la prochaine Coupe du Monde en Russie, un pays particulièrement touché par le racisme. Et Yaya Touré de conclure, ce sont les joueurs et les supporters qui vont souffrir si la FIFA ne fait pas bien les choses. Le Maroc encore vainqueur sur le Tour cycliste de Côte d'Ivoire ce mardi, 3e victoire en 4 étapes pour les Lions de l'Atlas qui ont trusté 5 des 6 premières places de l'étape. Mehdi El Chokri s'est imposé devant Mohsin El Kouraji qui prend le maillot jaune de leader. Seul l'Ivoirien Isiaka Cissé, arrivé 4e, a pu s'intercaler. Pas de quoi satisfaire toutefois l'entraîneur ivoirien car pour celui-ci, la plupart de ses autres poulains n'ont pas respecté les consignes. Hassan Yoboué au micro d'Emmanuel Kofi. Depuis avant-hier, on avait pour mission pour marquer ces Marocains-là individuellement, faire du corps à corps. Malheureusement, les consignes n'ont pas été respectées. Autrement dit, c'est Cissé et Abou Sanogo qui ont respecté les consignes parce que Abou avait pour rôle de marquer le maillot jaune. Et effectivement, le maillot jaune n'a pas pu partir. Mais les autres qui ont marqué les différents adversaires, où ils sont? Alors ça, ils vont me rendre compte tout à l'heure parce que je ne peux pas accepter qu'on sabote mon travail. Mais la suite, c'est plié. À plus de 3 minutes, même si Cissé retrouve ses jambes d'attente, c'est pas évident qu'il mette 3 minutes sur le Marocain. C'est pas évident. Peut-être il peut, même si Cissé retrouve ses jambes, peut-être il peut lui mettre 1 minute. Mais pas plus de 2-3 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et au classement général, Isiaka Cissé est 5e à moins de 3 minutes du leader marocain. Ceci avant l'étape de demain, un contre-la-montre de 16 km entre Lukuyaokro et Toumodi. Merci Eric Mamrut. Fin de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination Bernard Nadjot, assisté de Cécile Périllard. À la réalisation Vivien Lecuivre. Dans 30 secondes, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Participez au prix découverte RFI 2016. Écoutez les extraits des 10 finalistes sur RFI.fr et votez pour votre artiste préféré jusqu'au 19 octobre. Rendez-vous sur RFI le 4 novembre pour la désignation du lauréat 2016. Le prix découverte RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'OIF, la SACEM, l'UNESCO, UBiz News et Deezer. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Après le premier débat télévisé de la campagne électorale aux États-Unis, qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump vous semble le plus convaincant? C'est l'heure du zapping. Écoutez, c'était ce matin sur RFI. Je soutiens Donald Trump, je le trouve plus vrai, plus authentique, même s'il ne rentre pas dans le politiquement correct, ce qui fait que les médias tirent sur lui à boulet rouge. Contrairement à Clinton, qui est un produit du système, ça fait 30 ans qu'elle est dans le système, qui est complètement faux dans tout ce qu'elle raconte et qui bénéficie, à mon avis, d'un parti pris flagrant et choquant de la part des grands médias américains et de l'ensemble des grands médias occidentaux. Moi, je soutiens la candidate Hillary Clinton parce que, au-delà de ce que mon prédécesseur a dit, elle est tout à fait vraie. C'est vrai qu'elle est un produit du système, mais je pense qu'elle est beaucoup plus réelle que Trump. Là, on a besoin d'un président capable de décider. On n'a pas besoin d'un président capable de faire des annonces chocs. Je n'aimerais pas qu'Hillary Clinton soit aussi la première femme présidente aux États-Unis. Il faut qu'elle aille au-delà. Il faut qu'elle fasse des réformes.
D'abord, Trump n'est pas un produit du système. Il ne s'est imposé au Parti républicain que parce qu'il avait une fortune personnelle et que aux précédentes élections présidentielles, il était un gros pourvoyeur de fonds. Et donc là, il s'est dit il voulait que ses idées soient reconnues. Il s'est lancé et il a fallu que le Parti républicain y passe. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas sous influence. C'est quelqu'un qui est franc. Si j'étais américain, j'aurais voté évidemment, naturellement, pour Hillary Clinton dans la mesure où Donald Trump a montré au monde entier, pas seulement aux Américains, au monde entier, ce qu'il représentait. Il représentait une menace pour la démocratie américaine. Comme nous le savons tous, les Américains ne sont pas dupes. Les Américains ont fait preuve d'une maturité politique absolument remarquable en 2008 en élisant à la tête des États-Unis, à la Maison-Blanche, Barack Obama. Et demain à 8h10 TU, nous lancerons le débat sur le projet de la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire, 33 9 693 693 70. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Demain. Pourquoi les vaches aussi ont une histoire et comment cette longue histoire de sélection bovine a été façonnée par l'homme, ici comme ailleurs, retour sur le plancher des vaches. Autour de la question. Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi à partir de 14h10 TU. RFI.